Bonjour tout le monde. Encore une fois, j'ai l'honneur d'être le modérateur de cet après-midi. Et bien sûr, sans trop tarder, je vais donner tout de suite la parole aux demoiselles Sheima et Ibtissam. C'est à vous la parole, sauf que je serai intraitable comme dans le roman. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous, et ravi de faire partie de ce grand événement. Donc, je vais profiter rapidement de l'occasion pour remercier le comité d'organisation et les féliciter pour la réussite de cette manifestation. Je remercie les participants et nos honorables invités. Donc, rapidement, comme vous l'avez dit, monsieur, notre intervention va s'articuler autour de la thématique suivante: rôle de la maîtrise de la Dalija dans l'intégration sociale des migrants au Maroc, cas pratique. Donc, comme vous savez, la sécurisation des frontières et les mesures de contrôle n'ont pas réussi à freiner la mondialisation des flux migratoires, car la mobilité des personnes se trouve aujourd'hui devant ce qu'on appelle une nouvelle donne, caractérisée bien évidemment par une diversification des formes migratoires, que ce soit régulières, irrégulières, permanentes ou temporaires, de nouveaux motifs migratoires économiques, sociaux, environnementaux, culturels, des acteurs multiples, hommes, femmes, adolescents, adultes, mineurs, des nouvelles zones attractives et ainsi une mise en question de la notion de transit. Donc, ce qui a donné naissance au fait à ce que les pays explorateurs de migrants sont devenus des pays de destination. Alors, ceci, bien évidemment, a nécessité en nous la curiosité de parler de la notion d'identité, notamment l'identité culturelle. Dans son contexte, la notion d'identité continue de préoccuper les pays et reste étroitement liée à la similitude, l'unité, l'identité personnelle, l'identité culturelle et la propension à l'identification. Donc la notion d'identité culturelle fait partie de l'identité et se trouve fréquemment convoquée pour justifier l'agrégation de groupes d'individus. Donc la langue présente l'un de ces attributs et il s'ajoute bien évidemment à d'autres éléments identitaires, à savoir l'éducation, la famille, la religion, pour construire ce qu'on appelle une appartenance ethnique. L'objet de notre communication sera essentiellement de mettre en lumière l'impact de l'apprentissage de la Dalija dans le processus d'intégration des migrants au Maroc. Nous allons nous attarder sur deux axes majeurs, à savoir le contexte migratoire marocain. Donc on va passer de revue les réformes et les stratégies et nous passerons directement sur le traitement des résultats de la recherche que nous avons menée sur le terrain. Durant notre méthodologie de recherche, il s'agissait d'explorer l'expérience d'un groupe distinctif de migrants avec l'intégration sociale au Maroc. Donc, deux catégories de personnes ont été interrogées et ont fait le sujet de notre questionnaire. Donc, des jeunes migrants issus de l'immigration régulière et d'autres de l'immigration irrégulière. Alors, le Maroc est devenu ces dernières années un pays de transit, d'un flux migratoire important en provenance de l'Afrique subsaharienne, traversant le Maghreb et le Maroc vers l'Europe. Cette mobilité est influencée par un contexte socio-politique et économique mondial, ce qui a transformé le Maroc progressivement d'un pays de transit à un pays de destination. Et là, je cite la citation de Mehdi Eliwa: pour ces migrants subsahariens vivant en Afrique méditerranéenne, passer sans visa à la frontière européenne prend des années, ce qui vide de sens la notion de transit. Donc ce changement, bien évidemment, a suscité une sensibilité remarquable dans la gestion interne de l'émigration, ce qui a donné naissance à une nouvelle stratégie appelée SNIA, ou Stratégie nationale d'émigration et d'asile. Je vais céder la parole à mon binôme pour qu'elle puisse vous présenter les résultats. Merci.
bonjour tout le monde. Comme a déjà mentionné ma collègue, nous avons travaillé essentiellement sur deux groupes des 5 types de migrants. Le premier groupe concerne directement les jeunes migrants réguliers, c'est-à-dire issus de la migration régulière au Maroc, et sur un échantillon de 30 migrants réguliers au Maroc venant de différentes nationalités subsahariennes. L'objectif au début était d'examiner les entraves de leur intégration au Maroc, sachant que ces migrants n'ont pas de difficultés administratives, c'est-à-dire la plupart ont leur carte de séjour, et n'ont pas aussi des problèmes financiers parce que les sources de financement sont diversifiées et du coup ils n'ont pas de problèmes financiers. Et donc le premier résultat à partager avec vous aujourd'hui, c'est que la moitié de ces jeunes veulent s'installer définitivement au Maroc. Et comme il a été déjà mentionné, la notion de transit a été mise en cause par plusieurs chercheurs, notamment M. Liwa, c'est-à-dire le transit peut durer plusieurs années et les migrants se trouvent devant l'obligation à chaque fois de se réorganiser, de trouver un logement, de trouver un travail, etc. Et comme deuxième résultat, il concerne directement le pourcentage des migrants qui ont déclaré que la Darija présente une vraie barrière linguistique dans la société marocaine et, en ce sens, peu de dispositifs sont mis en place pour l'apprentissage de la Darija et que l'apprentissage reste dans un cadre non institutionnel et plus spécifiquement dans le cadre des activités de la société civile marocaine. Pour le deuxième groupe de notre travail, qui sont les migrants issus de la migration irrégulière, c'est-à-dire les migrants en situation irrégulière, ce qui caractérise ce groupe, c'est son hétérogénéité, car chaque migrant a son parcours migratoire, il a ses motifs migratoires aussi, et voilà. Et il a un projet migratoire ici au Maroc ou dans le pays d'accueil qu'il a choisi. Donc nous avons choisi d'interviewer un groupe de migrants de différentes nationalités et voici on va partager avec vous quelques éléments de leurs réponses. Pour Jean-Audi Sakwa de la Côte d'Ivoire, il a déclaré qu'il ne maîtrise pas le dialecte marocain et surtout celui de la ville de Tanger, c'est-à-dire puisqu'il est installé dans la ville du Nord. Et il considère la Darija comme une vraie barrière d'intégration. Pour Amy de la Côte d'Ivoire, encore une fois, il a déclaré que voilà, sans Darija, on ne peut pas exprimer nos besoins, nos désirs, et on ne peut pas négocier ni nos intérêts, ni défendre nos droits. Donc, on continue avec les déclarations. Donc, il y a Samka de la Côte d'Ivoire toujours, qui a dit qu'il doit beaucoup étudier, plus de 3 fois et 4 fois que les élèves qui parlent le Darija, parce que souvent le prof explique les cours en Darija. Donc voilà. Pour Moussa de la Guinée, oui, il comprend la Darija parfaitement, et c'est grâce à sa mère et ses sœurs qui travaillent comme des rôdeuses dans la rue, donc qu'il a pu apprendre la Darija. Et la dernière personne qui a participé avec nous, il a déclaré que voilà, les barrières linguistiques multiplient les souffrances des migrants subsahariens au Maroc. Donc, toujours dans le but d'approfondir notre recherche par rapport à la maîtrise ou bien l'impact de la Darija sur le processus d'intégration sociale des migrants subsahariens au Maroc, nous avons effectué des focus group pour à la fois analyser la perception de l'intégration par ces migrants et pour analyser ensuite les entraves de cette intégration au Maroc et pour comprendre le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi ces migrants apprennent la Darija. Donc, par rapport à la perception de l'intégration par ces migrants, donc, pour eux, avoir des liens sociaux, c'est déjà le premier objectif. Donc, avoir des amis marocains qui nous acceptent, vivre sans discrimination, avoir un accès équitable aux services, avoir un diplôme et un travail. Et principalement pour ce qui entrave l'intégration au Maroc, c'est principalement la Darija. C'est-à-dire en premier lieu, c'est la barrière linguistique, c'est le dialecte marocain, c'est la Darija, le travail, l'éducation et la discrimination. Alors, il apprend la Darija pour connaître les noms des choses, pour avoir des amis, pour être accepté
petit commerce pour négocier les intérêts, pour vivre en Maroc plus spécifiquement. Donc, comme a déjà mentionné ma collègue dans sa présentation, c'est-à-dire on va partager avec vous une petite vidéo d'une personne, d'un jeune sénégalais entrepreneur qui a monté son petit projet à la Médina de Rabat. Donc, il s'appelle Saïd. Il va vous passer un petit... السلام عليكم ورحمة الله أخوتي المغربي أنا سعيد سنغالية جيت في المغرب في المغرب 2014 علمت الدارجة في سوق خير الرباط مع خوتي المغربي في الأول صعيب شوية ولكن أنا كندير شوية بشوية دابا الحمد لله دابا عندي الكوميرس ديالي هنا في سوق المغربي خسرية أطلس الحمد لله مع خوتي المغربي ندير الحمد لله دابا ديما المغرب ان شاء الله. C'était à l'occasion du dernier match que le Maroc a joué hier, donc il a été très fier de s'installer ici au Maroc. Il a félicité tout le monde pour le match d'hier. Donc voilà, comme synthèse de résultats, donc en ce qui concerne le milieu d'apprentissage de la Darija pour ces migrants, que ce soit en situation régulière ou irrégulière au Maroc, le milieu social, oui, reste le cadre d'apprentissage de la Darija. Et voilà, on a remarqué que voilà, il y a l'absence d'un cadre pédagogique pour l'apprentissage de ce dialecte qui est non-savant, non-vivant, etc. Plusieurs migrants ont affirmé que la Darija est le premier pas vers l'intégration, leur intégration au Maroc. Et aujourd'hui, la Darija est enseignée à leurs enfants, à la crèche, et est enseignée aussi aux adultes selon les niveaux, bien sûr avancés, débutants et accélérés. Je vous laisse avec ma collègue pour conclure notre présentation. J'espère qu'on a bien respecté le timing. Merci. Alors, merci Shaima. Effectivement, comme tu l'as signalé, l'absence d'un cadre pédagogique d'apprentissage de la Darija a suscité en nous la curiosité d'aller creuser encore plus loin pour répondre à la question effectivement de ce cadre d'apprentissage de la Darija comme langue d'intégration des migrants au Maroc, qui pourra être peut-être le sujet d'une éventuelle communication. Merci pour votre attention. Merci beaucoup et pour votre prestation de très haute qualité. Et merci également pour le respect du temps qui nous est alloué. Et sans trop tarder, je donne la parole tout de suite à Madame Lorraine Dahl de l'Université de Paul-Valéry Montpellier 3 pour nous présenter les pistes didactiques pour la prise en charge d'élèves dyslexiques arabophones. Je vous la parole, Madame. Voilà, donc merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Donc on m'a dit de faire court, 10 à 12 minutes. Je ne suis pas la seule. Donc effectivement, je vais essayer de faire ça, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose d'un peu interactif, et c'est vous qui allez faire les choix et me dire de quoi vous avez plutôt envie que je parle. Donc, je vous parle quand même de l'objectif général de ma recherche. L'objectif général de la recherche dont je vous parle aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre en évidence des marqueurs spécifiques de la dyslexie en français langue cible. Je me retiens de ce matin. Mais bon, il faut que j'appelle aussi français langue seconde, peu importe. Chez des enfants arabophones apprenant donc du français langue seconde. Donc, il y a peu d'études aujourd'hui qui ont réuni ces deux objets, à savoir la dyslexie et le bilinguisme. Et les professionnels qui travaillent au contact d'enfants apprenant d'une langue seconde, du français langue seconde, s'interrogent souvent sur ce qui relève de la dyslexie et ce qui relève du bilinguisme. En fait, plus en général, ce qui relève d'un trouble du langage et ce qui relève du bilinguisme. Donc, vous voyez là quelques citations. On a le rapport Sommelet qui nous dit simplement 3 mots. Attention au bilinguisme, rapport sur la santé de l'enfant et de l'adolescent. Donc 3 mots, attention au bilinguisme. Et puis là, on a quelque chose de plus récent de Liliane Sprenger-Charol et Séverine Casalis qui nous disent que donc elles font un chapitre
sur les dyslexiques et non sur les mauvais lecteurs tout venant, dont les difficultés en lecture pourraient s'expliquer par des facteurs linguistiques, par exemple le bilinguisme. Donc en fait, quand on regarde les rapports ou même certains chapitres d'ouvrages, on voit que le bilinguisme, souvent, il est considéré comme un facteur d'exclusion de dyslexie, alors que pourquoi pourquoi on ne pourrait pas être bilingue et dyslexique. Donc vous allez me dire c'est une goutte d'eau dans un océan, parce que ce matin, M. Puck nous disait que les enfants migrants, la proportion d'enfants migrants dans les classes, finalement, elle n'est pas si énorme que ça. Et donc, dans cette petite proportion, la proportion d'enfants qui ont un trouble effectif du langage, elle est encore plus restreinte, puisque effectivement, la dyslexie, c'est 4 à 5% d'enfants d'âge scolaire en France. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas les prendre en compte, et c'est quand même un besoin qui émane vraiment du terrain, dans le sens où les enseignants qui travaillent avec des enfants, alors nouvellement récemment arrivés, mais aussi des enfants bilingues, sont vraiment demandeurs, que ce soit les enseignants ou les orthophonistes, de pistes de réflexion pour vraiment toujours pouvoir mieux repérer et puis identifier des enfants qui sont porteurs d'un trouble du langage. Donc ce que j'avais prévu de vous raconter, c'est de vous parler des manifestations de la dyslexie chez des élèves arabophones récemment arrivés en France, et ensuite de vous proposer quelques pistes de réflexion didactique et quelques propositions pédagogiques concrètes à mettre en place avec ces enfants. Mais peut-être qu'on va devoir faire des choix. Donc vous me direz. Vous verrez si c'est trop long là-dessus, je vais essayer de ne pas être trop longue là-dessus. Donc d'abord, la dyslexie dysorthographie, ce que c'est un trouble significatif et durable de l'apprentissage, de la lecture et de la production orthographique. Un trouble qui touche 4 à 5% des enfants d'âge scolaire en France. Et il existe évidemment des signes d'appel connus, donc là c'est flou, vous ne voyez pas bien, mais voilà les signes d'appel qu'on cite au CE1. Donc on va dire que voilà, si on repère chez certains enfants des difficultés de lecture, une lenteur, des difficultés de transcription, en copie, en dictée, voilà, tout ça c'est des signes d'appel qui sont, je pense, connus des enseignants. Mais moi la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'enfant est récemment arrivé en France et quand sa langue de première socialisation n'est pas le français. Là, à ce moment-là, quels sont les signes d'appel et quels sont les marqueurs de dyslexie en français? Alors, tout petit point théorique, mais dans ce cas, vu le temps imparti, je ne vais vraiment pas m'attarder là-dessus. Ce qui est vraiment important, c'est que dans toutes les langues qui ont été étudiées, on a retrouvé des faiblesses persistantes en matière d'habileté phonologique. Maintenant, ces faiblesses persistantes en habileté phonologique, donc quand je dis ça, c'est par exemple la difficulté à segmenter des mots en unités phonémiques, ou alors à fusionner deux phonèmes initiaux de deux mots différents. Voilà, tout ça c'est difficile pour ces enfants, et ça a été retrouvé vraiment dans toutes les langues étudiées. Mais l'impact de ces faiblesses, ces faiblesses ont un impact variable en fonction du degré d'opacité des langues. C'est-à-dire que plus une langue est opaque, plus on sait que l'apprentissage de la lecture-écriture va prendre du temps, et donc plus ce déficit phonologique va poser problème en fait aux enfants qui apprennent à lire et à écrire dans une langue plutôt opaque. En français, c'est une langue qu'on considère comme étant semi-opaque. Et donc le déficit phonologique se manifeste plutôt par des difficultés de décodage, une certaine lenteur, des difficultés de fluence en lecture, donc c'est pas fluide, on a une segmentation graphémique perceptible à l'intérieur des mots, et beaucoup de difficultés en production orthographique. Voilà. Et donc un autre point théorique assez important, effectivement, c'est que les différences typologiques qui existent entre les langues et l'appropriation qui est en cours dans le cas qui m'intéresse avec les enfants récemment arrivés, c'est quelque chose qui va affecter le développement du français langue cible à l'oral et à l'écrit forcément. Donc ça, on en tient compte aussi. Donc au niveau méthodologique, voilà, j'ai réalisé une étude de cas
peu de sujets, 8 sujets en tout. On avait 2 bilingues dyslexiques, 2 bilingues non dyslexiques, 2 monolingues dyslexiques, 2 monolingues non dyslexiques. Tous étaient donc arabophones, nés en Algérie. Alors, j'anticipe peut-être une question, mais on sait que le français a une place particulière en Algérie, donc avait, c'est vrai, mais ça reste. Vous avez raison, tout à fait, vous avez raison. Mais ça reste, c'est-à-dire présent dans certains médias, dans certains noms de rues de boulevards, même si ça a été changé. Et je précise donc que ce sont des enfants donc, qui sont nés dans la région de Constantine et qui n'étaient pas bilingues. Leurs parents ne leur parlaient pas en français. Donc il y avait pas mal de critères d'inclusion qui ont été définis, je n'avais pas tout là du tout, mais par exemple l'âge d'arrivée en France, qui devait être entre 5 ans 9 mois, 6 ans 2 mois, et puis quelque chose qui a été difficile à voir, c'est le fait que le diagnostic de dyslexie devait avoir déjà été posé au début de l'étude, puisque les enfants, donc, quand je les ai étudiés, avaient 8 ans, étaient en CE2, donc ça avait été posé, et pour que ce soit posé, j'ai demandé à ce qu'il soit évalué dans les 2 langues, en français et en arabe, grâce à un super outil qui s'appelle l'ELAN d'Avicenne, qui permet cette évaluation dans les 2 langues, mais c'était quand même pas évident. Donc ils venaient de la même région d'origine, et en fait il y avait d'autres critères d'inclusion importants, mais bon, c'était ici, voilà, on a recueilli des données de parole spontanées, et puis on a fait une expérimentation pour évaluer la phonologie, la lecture, la production orthographique, avec des outils qui sont utilisés par des enseignants, et puis certains par des orthophonistes. Puis on a complété ça avec des questionnaires parentaux pour avoir des données sur la biographie langagière, pour avoir surtout en fait des données sur le développement langagier de l'enfant dans la petite enfance, dans sa langue, voir s'il y avait déjà des difficultés, parce que la dyslexie, on pense tout de suite trouble de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, mais il existe des signes dans le développement du langage oral avant. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu recueillir. Alors, les manifestations de la dyslexie en français langue seconde pour ces enfants-là, bon, eh bien, on a retrouvé des faiblesses marquées en discrimination phonologique. Je passe parce qu'on ne va pas... Désolée, mais voilà. Vous avez là juste un petit tableau avec des scores de discrimination phonologique où l'enfant devait juger pareil, pas pareil quand il entendait de non-mots, de logato. Okay, donc ça c'est issu de l'épreuve lilloise de discrimination phonologique. On a retrouvé des difficultés très très importantes en manipulation d'unités phonémiques. Alors là le graphique est vraiment pas terrible, puisque quand il n'y a rien, c'est que malheureusement l'enfant n'a réussi aucun item en fait donc, par exemple là, la tâche de fusion de phonèmes initiaux. On voit que nos 3 petits dyslexiques, donc 2 bilingues et une petite monolingue, n'ont absolument réussi aucun item. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas l'imputer à l'appropriation du français qui est en cours, puisque c'est des logatos, c'est des non-mots. Donc bon, on ne peut pas relier ça au sens et peut-être... Voilà, donc l'autre tableau, bon, voilà, des scores faibles en lecture de mots irréguliers, très faibles en lecture de logatomes. Et ce qu'on retrouve de particulier chez ces enfants, c'est beaucoup d'erreurs phonémiques, c'est-à-dire qu'ils vont lire des mots qui sont très éloignés de la forme phonologique réelle du mot. Ça va plus avoir de rapport. Par exemple, drapeau peut être lu trpo ou voilà, là il y a un rapport, j'arrive pas, j'ai mis des exemples, mais par exemple, trapeau va être lu troupeau, enfin ça va être très très éloigné de la forme phonologique initiale du mot. Okay, alors là vous avez des petits exemples. On a eu, alors les plus grosses difficultés sont retrouvées en production orthographique de mots irréguliers, où là on a beaucoup d'erreurs phonétiques, et donc quand je parle d'erreurs phonétiques, c'est aussi des erreurs qui compromettent fortement la reconnaissance de la forme initiale phonologique du mot. Vous voyez là que ma copine adore le vélo, notre petit dyslexique Amar, pour adore c'est âge. Donc ça n'a rien à voir avec adore. Hein. La forme phonologique du mot est complètement modifiée. Cet homme, bon bah on a on, ne vend plus sa voiture rouge, ça devient vend plus veut lui.
Cet on ne veut lui. Donc là, on ne peut pas retrouver la forme phonologique initiale du mot. C'est très, très, très éloigné. Et finalement, c'est ça qui est le marqueur le plus important. Ce sont beaucoup d'erreurs phonétiques et phonémiques. Donc, erreurs phonétiques en orthographe et phonémiques en lecture. Donc, pour les élèves dyslexiques, donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que là, ça, c'est ce qu'on a retrouvé finalement et qui est commun avec les enfants monolingues francophones qui participaient à l'étude. Tout ça, ce sont des difficultés qu'on a retrouvées en commun chez nos sujets arabophones apprenant du français en seconde et chez nos sujets monolingues francophones qui, eux, n'étaient pas apprenants du français langue seconde. Maintenant, viennent s'ajouter quelques particularités chez nos élèves arabophones dyslexiques. Ces difficultés, on les attribue à 3 facteurs principaux. On a des difficultés qui sont liées à la distance typologique entre les langues, notamment au niveau phonético-phonologique. On a des difficultés qui sont liées à l'influence donc de leur première langue sur la langue seconde, des difficultés qui sont liées à l'appropriation qui est en train de se faire. Et donc ces difficultés-là, elles viennent s'ajouter chez ces enfants et elles impactent la phonologie, la lecture et la production orthographique. Donc sur le plan phonético-phonologique, on a des difficultés particulièrement au niveau des phonèmes vocaliques nasaux, on, en, un, d'ailleurs, que je ne fais pas cette différence entre le 1 UN et le 1 IN. Bon. Eh ben moi je n'aime pas non plus. Mais ils la font là-bas, cette distinction dans le sud. Moi je n'ai pas fait. Moi je viens des pôles. Voilà, donc, et puis des difficultés en termes de vocabulaire. Donc là je suis Cummins qui nous dit que chez les enfants migrants, parfois ça prend jusqu'à 7 ans pour combler les différences de vocabulaire avec un enfant natif. Donc là, au niveau du vocabulaire, ça a impacté beaucoup la lecture et la production orthographique, notamment en termes de mots irréguliers. C'est-à-dire que là où certains petits dyslexiques pouvaient nous dire fusil en voyant fusil, c'est pas un beau mot, c'est pas un bon exemple, mais il était dans la liste. Et ben nos petits dyslexiques arabophones, ils pouvaient le déchiffrer, mais ils nous disaient fusil, outil pour outil, etc. Donc les mots comme ça irréguliers étaient impactés par ce vocabulaire en cours d'appropriation. Et au niveau de la morphosyntaxe, ça c'était très visible en production orthographique, parce que voilà, dans la variété d'arabe algérien qui était parlée par ces enfants-là, on n'avait pas, par exemple, ils ont tendance à écrire le du salade, on n'avait pas. Donc voilà, on avait certaines différences qui se retrouvaient au niveau morphosyntaxique. Alors j'avance vite, pardon. Alors pour la prise en charge des pistes de réflexion qui font écho à finalement une présentation qu'on a vue tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment extrêmement important d'entretenir la motivation chez ces enfants. Pourquoi ? Parce que en périphérie de ce que j'ai mené comme étude, on s'aperçoit dans les discours des enfants, dans les données de parole spontanée, qu'il y a un énorme manque de confiance scolaire chez ces enfants. Alors le manque de confiance, la confiance, tout ça, c'est vraiment éloigné de ce que je fais ça en périphérie. Il faudrait faire d'autres études là-dessus. Mais n'empêche que on sent que voilà, c'est des enfants qui se sentent toujours, qui se comparent avec les autres enfants, et je pense que la motivation est importante aussi bien pour l'apprentissage, l'appropriation d'une autre langue, d'une langue cible, que pour l'appropriation de l'écrit dans leur cas. Parce qu'en fait, ils ont le double, voilà, s'ils ne sont pas motivés, c'est le double malus, quoi, en fait, finalement. Et puis... il faut rester une petite minute. Ouais, voilà. Et ben voilà, j'ai pas bien jeté. Et puis, et donc je pense aussi qu'il est vraiment important de s'appuyer sur le bi ou le plurilinguisme, c'est-à-dire exploiter toutes les langues, mobiliser toutes les ressources. Bon, alors là, c'est que des mots, mais ça se concrétise avec les pistes concrètes dont je voulais vous parler, mais en une minute, ce ne sera pas super. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Voilà. Allez, on parle de lecture et de vocabulaire et de production orthographique. Voilà, en lecture, pour la lecture et le vocabulaire, je trouve que c'est hyper intéressant d'utiliser un logiciel qui s'appelle Disvocal.
avec un module qui s'appelle SD Vocal et qui permet en fait au logiciel de faire une lecture par synthèse vocale qui est disponible en plusieurs langues. Donc ça peut être intéressant parce qu'on peut lui proposer dans une langue et puis dans une autre. Ça va permettre de faire des liens entre les langues. Et puis en production orthographique, on a un outil qui est super bien, qui est utilisé par plein d'enseignants déjà, et qui est donc sur ce site, là, Petit Livre, là, et qui va permettre de proposer un projet d'écriture d'un petit livre qui pourrait éventuellement impliquer personnellement l'enfant et lui permettre de partager des éléments culturels. Et ça me paraît essentiel parce que ça va valoriser, ça va lui permettre d'être peut-être motivé par la tâche de production. Voilà. Je conclus. Bon. Écoutez, c'est une étude qui avait très très peu de sujets. On a réussi à avoir 8 enfants, donc voilà. Sauf que pour le moment, on l'élargit à plus d'enfants, et puis à des enfants qui parlent d'autres langues. L'idée, c'est aussi franchement de ne pas se limiter à des enfants qui sont arrivés récemment, mais en fait, tout enfant en situation de biplurilinguisme, parce que je finis, parce que ce qui va être important pour moi, ça va être donc d'une part de faciliter l'identification d'enfants qui sont porteurs de troubles du langage, mais aussi surtout d'améliorer leur prise en charge à l'école, et aussi beaucoup d'aider à adapter des outils de repérage, de dépistage, de diagnostic de la dyslexie pour des populations qui sont biplurilingues, puisque ça, on n'en a pas très peu en tout cas. Pas assez. Voilà.